Ça nous permet de poursuivre sur cette question du vieillissement, Aline, parce qu'il faut quand même qu'on parle des enjeux de ce vieillissement de la population française. On pense tout de suite évidemment à un enjeu important, c'est celui de qui va payer la retraite, c'est ça? Oui. Enfin, c'est pas le seul, on va venir aux autres. Non, c'est pas le seul, mais effectivement, c'est un des enjeux importants. Donc, c'est le rapport entre la population d'âge inactif, et en particulier âgée, et la population active. On voit cette gravure. Voilà, là, donc en particulier, celle qui est très intéressante, donc qui montre effectivement, qui montre déjà que la prise de conscience du vieillissement démographique est extrêmement ancienne, je crois dans les années 30, je pense, enfin, c'est quand même déjà ancien, et graphique qui montre justement la perception, une manière d'illustrer au fil du temps, le déséquilibre entre le nombre de personnes à même de payer les retraites et le nombre de personnes qui en bénéficient. Ça fait des décennies en fait qu'on a conscience de cette question. Oui, bien sûr, puisque c'est un phénomène inéluctable dès lors que le processus de transition démographique est amorcé. D'accord, bon, c'est pas à vous de régler le problème, hein, mais vous êtes juste là pour pouvoir alerter quand même. Tiens, d'ailleurs, une question au passage, parce qu'on parle beaucoup de vos études et tout, mais vos études, elles ont pour objectif d'aider à prendre des décisions publiques. Oui. Elles sont faites pour être lues, normalement, et aider la décision. Oui, je pense. Alors, de manière générale, en même temps, on contribue à la connaissance. Non, mais ça voilà, on est d'accord. Donc, il y a une contribution à la connaissance. Et puis, effectivement, on a un rôle d'expert. Et on est là aussi, effectivement, pour apporter des informations aux décideurs. Oui. OK. Et Chris ? C'est une question difficile. Oui, mais vous ne travaillez pas sur les mêmes sujets. Vous êtes sur la santé, vous êtes sur l'immigration. J'ai donné peut-être le point de vue un peu théorique. Non, mais en tout cas, il est certain que nos recherches ont vocation à informer pas seulement les chercheurs, mais aussi le grand public et aussi les décideurs politiques. Et d'ailleurs, ça nous arrive d'être invités pour présenter nos travaux dans des commissions parlementaires, par exemple. Oui, bien sûr. Je ne sais pas à quel point nos travaux influencent les décisions politiques. Et il y a beaucoup de domaines dans lesquels les décideurs politiques prennent leurs décisions en fonction de ce qu'ils savent de l'état de la société, des effets des politiques, et puis en fonction aussi de l'opinion qu'il faut gouverner, en tout cas que les décideurs politiques essaient d'influencer. Donc les décisions politiques ne sont pas simplement le résultat d'informations scientifiques. D'accord, très bien. Bon, alors je fais une grande parenthèse, mais c'était important de préciser ça. Donc on a dans les enjeux, évidemment, cette question des retraites, vous l'avez dit clairement, mais il y en a bien d'autres. Oui, alors dans le même ordre d'idées, je pense à ce petit dessin qu'on a vu, donc il y a toute la question des relations intergénérationnelles qui sont bien sûr mises à contribution dans les équilibres économiques, mais ça va au-delà de ça, donc c'est toute la solidarité entre les générations. La question par exemple aussi de l'agisme, donc des discriminations à l'égard des personnes âgées, donc il y a des enjeux sociaux autour du vieillissement démographique, et puis bien sûr il y a des enjeux sanitaires très importants, et notamment, donc là ça fait écho à ce qu'a pu dire Jean-Marie Robine, en lien à l'état de santé de ces personnes et leur éventuelle perte d'autonomie et leur besoin d'aide. Les conditions de vie des personnes dépendantes. Leurs conditions de vie, c'est toute la question de l'adaptation de la société aux besoins de ces personnes. Et c'est très vaste parce que ça touche à évidemment aux questions de ressources, de revenus, de logement, de mobilité et aussi de soutien aux aidants. Hier, je crois que c'était la journée des aidants. D'accord. Une dernière question. Rapidement, mais je sais que c'est le cœur de vos recherches, donc ça vous passionne. Vous militez aujourd'hui, je mets le mot entre guillemets, pour dire il faut arrêter de regarder la cause unique du décès d'une personne. Il faut regarder ce qui figure d'ailleurs dans le procès verbal, on va dire, du médecin, comment on appelle ça certificat de décès. Le certificat, je cherchais le mot. Voilà, il faut regarder les causes multiples. Oui, alors c'est très lié à la question du vieillissement démographique, parce que avec l'augmentation de l'espérance de vie, donc on meurt à un âge de plus en plus élevé, et à ces âges, il est très fréquent que les personnes n'aient pas qu'une seule maladie, mais en aient plusieurs. Et c'est vrai que tout le suivi qui est fait
aujourd'hui et qui est précieux de la mortalité repose sur une cause, qui est la cause initiale du décès, qui ne sort pas du chapeau. Il y a des règles de l'Organisation mondiale de la santé pour la définir. Mais dans ce contexte de ce qu'on appelle la multimorbidité, il est très important aujourd'hui d'analyser l'ensemble des causes qui sont mentionnées par les médecins sur les certificats de décès. D'accord, parce qu'une cause, j'allais dire, complémentaire peut être essentielle et peut... oui, voilà. Alors, je pense qu'un exemple qui l'illustre très bien, Oui. c'est dans le cadre de la pandémie de Covid, on voit bien que les personnes qui sont décédées du Covid, pas toutes, mais très fréquemment, donc elles étaient dans une situation de comorbidité. Donc c'est l'interaction entre des pathologies et l'infection par le Covid qui a précipité le décès. Et donc c'est un meilleur exemple de ce que signifie prendre en compte la multimorbidité dans l'analyse de la mortalité. Et le grand intérêt, justement, c'est pouvoir adapter des politiques de santé publique ou des choix. Oui, parce que je pense que la focalisation sur ce qu'on appelle la cause initiale, le décès, met un peu de côté certaines causes. Par exemple, le diabète, qui est souvent une cause, pas une cause initiale, le décès, mais une cause contributive. Ou par exemple, les maladies infectieuses, qui sont assez souvent... On ne meurt pas de diabète, vous voulez dire, en général. Non, mais je veux dire, on sous-estime la mortalité par diabète quand on ne s'intéresse qu'à la cause initiale. Voilà. Et c'est vrai aussi pour les maladies infectieuses.